suis vraiment ravie. Attendez, je vais partager mon écran. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Et comme l'a dit notre chef de projet, Maryse Péressin, n'hésitez pas tout au long d'écrire vos questions dans le chat. Je ferai mon mieux pour surveiller les messages en même temps et pour peut-être, voilà, je vois que ça a déjà commencé, très bien, pour peut-être y répondre quand je parle des différentes rubriques. Et à la fin, je ferai de toute façon une pause et on va répondre à toutes les questions qui seront encore ouvertes à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on va parler du sommeil et des troubles du neurodéveloppement au sens large. Et j'espère vraiment qu'on puisse aborder la majorité des questions que vous vous posez. Vous verrez, on parlera beaucoup d'enfants parce que c'est aussi mathématiques de recherche en particulier. Mais bien sûr, toutes les questions qui concernent les adultes, et là je vois déjà une sur le remboursement de la mélatonine à libération prolongée qui s'appelle le Slénito, on va bien sûr aussi les aborder. Alors pour StrassEnd, c'est extrêmement important, comme l'a évoqué notre chef de projet, de travailler avec les partenaires, avec les familles, avec des usagers, des personnes concernées. Et donc nous faisons ça aussi autour de la thématique du sommeil. Et ainsi nous avons, avec les soutiens des laboratoires Biocodex, travaillé avec un groupe de parents pour vraiment décrire quelles sont les demandes les plus urgentes du côté du sommeil pour les familles, finalement, qu'est-ce qui reste à résoudre? Alors, je précise, c'était financé par les laboratoires, mais on ne parle absolument pas de pharmacothérapie dans ces enregistrements. Vous les retrouvez sur ce site Autisme et Sommeil, ces vidéos-là, et je vais donc convoquer comme témoins pour ce webinaire trois mamans, finalement, qui ont des enfants d'âge différents. Vous voyez, 11, 13 et Marie qui est adulte, et qui vont nous parler tout au long finalement de ce webinaire, de leur perspective sur le sommeil et ses troubles. Et j'essaie d'y répondre avec la science, avec ce qu'on sait aujourd'hui, et vous montrer aussi peut-être les chemins qui sont encore à parcourir dans le futur. Et je vais donc commencer avec ça. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran, mais sinon, Maryse va m'écrire. Donc, on va avoir un petit témoignage déjà pour débuter sur les troubles du sommeil associés au TMD. Je suis Stéphanie, maman de 2 enfants, dont Alice qui a 13 ans aujourd'hui et qui a eu reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 3 ans avec une suspicion qui a été posée dès l'âge de 2 ans. Moi, je m'appelle Sophie Biette. Je suis la maman de Marie, qui a 31 ans et qui présente un autisme dit de profil sévère. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans et demi et son accompagnement a été sans rupture jusqu'à aujourd'hui. Je suis Aurélie, je suis maman de 2 enfants, dont Livio qui a 11 ans. Donc il y a un diagnostic de TSA avec une épilepsie associée. Il a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans environ. Alice, c'était un bébé qui a été très calme, donc qui a plutôt bien dormi jusqu'à l'âge de 1 an et demi. Après, se sont mis en place, vers l'âge de, je dirais, 2 ans, toutes les difficultés liées à l'endormissement. Et puis surtout, il y a eu les réveils nocturnes, là aussi à partir de cette période de 2-3 ans. Si le sujet du sommeil n'était pas vraiment notre première préoccupation, c'est devenu assez vite une occupation familiale. Je pense qu'il n'a pas passé une nuit complète jusqu'à ce qu'il ait 5-6 ans et qu'on ait mis un certain nombre de choses en place pour que son sommeil s'améliore. Voilà, on va s'arrêter là un petit instant. Donc, vous avez entendu ces témoignages de maman déjà pour voir que le trouble du sommeil peut très fortement impacter l'enfant, sa famille, et vous avez vu aussi différentes entrées finalement dans ces troubles du sommeil. Maryse, vous m'entendez bien? D'accord.
Donc, pour répondre à certaines de vos questions qui ont déjà commencé, notamment pourquoi c'est comme ça en fait, pourquoi dans les TND on trouve autant de troubles du sommeil, finalement beaucoup plus qu'en population générale. Je vais commencer à expliquer un peu pourquoi on dort comme on dort, parce que c'est vraiment la base pour qu'on comprenne pourquoi finalement il y a plus de troubles associés au TND. Alors tout simplement, ce qui me paraît important de retenir, c'est qu'on dort comme on dort parce qu'on vit sur la planète Terre. Et cette planète est caractérisée par le fait qu'elle se tourne autour de son propre axe sur un rythme d'environ 24 heures. Et c'est de là que vient le terme que vous avez certainement souvent entendu parler, circadien. Circadien veut dire environ 24 heures, circa 10. Et toutes les espèces qui vivent sur Terre doivent finalement s'adapter à cette alternance entre lumière et obscurité, entre chaleur et des périodes plus froides. Et l'homme a choisi tout simplement que la période nocturne sera celle qui sera appropriée pour son sommeil et la période diurne, donc avec plus de lumière, plus de chaleur, plutôt pour la veille. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que c'est très important de considérer le sommeil sur les 24 heures parce que le rythme veille-sommeil, c'est un rythme circadien. Et ça, c'est très important, je dis ça aussi aux professionnels, parce que souvent, on a un peu tendance à se focaliser sur la nuit s'il y a des plaintes autour du sommeil, mais on doit vraiment regarder, on va entendre ça après par les mamans aussi, comment le sommeil est réparti sur les 24 heures, c'est-à-dire aussi considérer les périodes diurnes. Alors, on fait ça souvent quand il s'agit de petits enfants, parce qu'on sait que les siestes sont importantes, mais vous savez aussi que chez l'adulte ou certains adultes avec TND sévère, par exemple, il y a encore un certain nombre de siestes. Donc, il faut absolument effectivement en tenir compte. Et je vois toutes vos questions et on va effectivement y répondre. La deuxième chose que vous pouvez voir sur cette diapositive, qu'il y a en quelque sorte une temporalité externe du monde qui nous entoure et une temporalité interne, et on va voir comment les deux sont finalement liés. Mais tout d'abord, on passe quand même beaucoup de temps de notre vie à dormir. Et je trouve ça toujours assez fascinant qu'on en parle si peu, et si peu dans les études de médecine ou dans d'autres métiers de soins, alors qu'un tiers de notre vie est passé finalement à dormir. Et bien évidemment, à l'échelle d'une enfance, ça va être beaucoup plus parce que les enfants vont dormir plus de leur temps. En général, ça veut dire que le sommeil est absolument essentiel parce que la nature ne va pas gâcher autant de temps à une fonction qui n'aurait pas de bénéfice pour l'homme. Et du coup, on va voir maintenant ces fonctions de sommeil. Qu'est-ce qui fait le sommeil? Alors, il y a une qui est totalement intuitive et vous tous, vous êtes au courant que le sommeil, ça sert à récupérer, à restaurer les énergies. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on dit souvent à nos enfants, il faut dormir pour récupérer. Ah, je suis fatiguée, je vais dormir, je vais me coucher tôt aujourd'hui, etc. Mais le sommeil, ça dépasse largement ces fonctions un tout petit peu évidentes. On a par exemple trouvé ces dernières années que pendant la nuit, on élimine aussi des déchets. Donc, il y a une sorte de lavage, nettoyage du cerveau qui opère. Et même ce qu'on a vu plus récemment, c'est que pendant la nuit, on peut corriger des petits défauts de lecture d'ADN. Donc ça a été pour l'instant prouvé chez l'animal, on n'est pas encore tout à fait chez l'homme, mais ça peut indiquer pourquoi finalement le sommeil contribue a priori aussi à la longévité. Mais pour le thème qui nous intéresse beaucoup dans les troubles du neurodéveloppement, c'est bien le développement. Et on sait que le sommeil va soutenir de manière optimale la maturation du cerveau. Alors ça va jouer à tous les âges, mais c'est particulièrement important pendant l'enfance. Et d'ailleurs, les stades de sommeil, c'est-à-dire vraiment la façon comment on dort, va s'adapter aussi là où on est l'enfant dans son développement. Et une façon par laquelle le sommeil fait ça, c'est qu'il aide à consolider tout ce qu'on a appris durant la journée. C'est-à-dire, il y a là même, vous faites ce webinaire, donc là, vous allez apprendre des choses, on appelle ça un encodage, et cette nuit, vous allez consolider ça finalement. Le cerveau, ce qu'il va faire la nuit, sans qu'on s'en rende compte, il va nous aider pendant le sommeil à trier les informations importantes, donc à retenir, des informations qui sont moins importantes et qu'on peut oublier. Et c'est ça qui fait que le matin, quand on se réveille, souvent les choses nous paraissent plus claires. D'ailleurs, on dit la nuit porte conseil, et c'est vraiment ça. Parce que pendant la nuit, les choses importantes ont été consolidées et les choses non importantes ont été oubliées. Et donc, le ratio signal-bruit, en quelque sorte, est amélioré. Et c'est comme ça que le sommeil, et ça c'est bien sûr important tout au long de notre vie, contribue à la plasticité cérébrale et aux apprentissages. Alors,
Autre fonction très importante, et notamment chez les personnes avec TND, c'est l'impact du sommeil sur l'humeur et la régulation des émotions. Donc là aussi, chacun d'entre nous a, je pense, à sa petite expérience. Si on ne dort pas bien, ben, on est plus soit émotive, on pleure pour un rien, ou on est plus irritable dans les comportements plus externalisants. Et ça, c'est vraiment un lien, il y a un lien extrêmement fort entre humeur et régulation des émotions. Et ça peut se manifester, bien sûr, en termes de difficultés de comportement. On va en parler dans un instant. Et finalement, il y a plein d'autres fonctions, mais que je ne vais pas trop toucher, à moins que vous me posez des questions à ce niveau-là, sur l'équilibre immunitaire, l'équilibre hormonal. Mais vous voyez, le sommeil est vraiment fait partie de plein de fonctions essentielles de l'organisme, et c'est pour ça, en fait, qu'on passe autant de temps à dormir, hein. Je note en même temps toutes vos questions. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup si on n'a pas assez de sommeil ou si on a un trouble du sommeil? Parce que c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, dans les TND, on a beaucoup de difficultés à dormir. Qu'est-ce qui se passe? Et d'abord, j'aimerais bien à nouveau vous montrer ce qu'on nous disent les mamans. Alors, j'espère que vous entendez bien, vous écoutez, vous voyez bien mon écran, sinon vous m'écrivez dans le chat. Alors, les conséquences sur l'enfant de pas passer une bonne nuit ou d'avoir un mauvais sommeil, on sent que ça a forcément on va dire des impacts sur sa disponibilité, en tout cas pour le reste de ses prises en charge de la journée, puisque, enfin, déjà il va y avoir un petit décalage de sommeil. Enfin, moi, je sais qu'il avait surtout en fait des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes extrêmement longs, qui pouvaient aller de 2 heures, on va dire entre 1 heure et 3 heures, entre 2 heures et 4 heures. Et donc, du coup, il dormait le matin. Donc, effectivement, ça a déjà des conséquences sur sa prise en charge, 2 sur scolarisation, parce qu'à un moment donné, est-ce que vous le réveillez pas pour aller à l'école, avec des réveils qui, du coup, comme il était décalé, j'imagine, dans son cycle de sommeil, vous le réveillez, limite, c'est comme si vous le réveilliez en pleine nuit, donc avec des réveils extrêmement difficiles, des cris, des hurlements, des pleurs. Donc, il faut un moment assez important pour pouvoir le calmer. Donc, c'est déjà toute la journée qui part un petit peu sur des mauvaises bases. Et ensuite, c'est comment vous régulez aussi la suite de la journée. Est-ce que s'il s'endort, vous le laissez s'endormir ou pas? Est-ce que vous laissez perdurer cette dette de sommeil pour espérer que l'endormissement se passe plus tôt et mieux, et voilà. Donc, je trouve que c'est surtout un peu cette espèce de grand chamboulement en fait qu'on observe. Alors, moi, les conséquences chez ma fille sont sensiblement les mêmes que ce qu'a évoqué Aurélie. Voilà, donc vraiment ce sujet de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on la réveille le matin ou pas, sachant que c'est pour garder le rythme scolaire. J'ajouterais juste l'une des conséquences qui m'avait vraiment surprise à l'époque, c'était de voir à quel point elle mobilisait une espèce d'énergie encore plus forte que d'habitude, une agitation plus pour tenir toute la journée. Et c'est vrai que moi je le sentais d'autant plus que moi j'étais plutôt au contraire épuisée et un peu voilà plombée. La journée était 2 fois plus épuisante, je pense, pour elle et pour moi, puisque il fallait qu'elle s'agite jusqu'au soir. Alors, je vais plus parler peut-être en plus vieille routarde, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, ma fille a 32 ans. On a toujours respecté ses horaires de départ à l'école d'abord, et ensuite, je vais dire, dans les organismes médico-sociaux dans lesquels elle était accompagnée. Et quitte à ce qu'elle ait effectivement des temps, mais prévus dans son emploi du temps, de sieste. Et ça a été très bénéfique en tous les cas pendant toute son enfance. Finalement, c'était assez bien avec ce rythme scolaire, enfin on va dire d'accompagnement jour-nuit très identifié, qui s'est un petit peu cassé avec quand elle est rentrée, quand elle s'est mise à habiter chez elle, où finalement il n'y a pas de départ obligatoire à 8 heures du matin ou à 9 heures du matin, et que du coup ça s'est dérégulé parce que les professionnels l'ont laissé dormir le matin si elle ne se réveillait pas. Enfin bon, bref, en fait, c'était beaucoup plus à son choix. Alors certes, elle était adulte, mais
Mais en fait, il a fallu retravailler cette question pour remettre du rythme. En fait, que moi j'ai trouvé important au fil de la vie, c'était d'essayer de comprendre le rythme, de se dire qu'elle devait avoir besoin de à peu près 8 heures de sommeil sur un cycle de 24 heures et qu'il fallait qu'on les trouve. Et ça a beaucoup apaisé avec le temps Marie, qui, même si elle savait qu'elle finalement elle ne dormait pas trop la nuit, qu'elle pourrait récupérer le jour, mais à des moments très, très précis, quoi. Et on continue ce rythme-là où en fait elle a des temps un peu comme des bébés, quoi. Où en fait il y a un temps de sieste le matin qui est prévu. Voilà, donc effectivement, ce qu'ils nous disent très riche, hein, les mamans sur finalement quelles sont les répercussions de ces difficultés de sommeil sur leur enfant, et ça correspond exactement à ce que nous décrit la littérature. Donc, on a à la fois des répercussions vraiment physiques quand on ne dort pas assez. Alors ça a été moins abordé peut-être par les témoignages, mais s'il y a des troubles du sommeil sévères et précoces, ça peut impacter la croissance. On le sait par exemple, quelqu'un mentionnait tout à l'heure le syndrome d'apnée du sommeil, et on va peut-être un peu en parler plus tard, mais quand on a un trouble du sommeil vraiment sévère comme un syndrome d'apnée du sommeil sévère, ça peut faire que, parce que l'hormone de croissance ne peut pas être sécrétée comme d'habitude dans les périodes de sommeil long profond, ça peut impacter la croissance. On peut avoir des atypies dans le développement sensorimoteur ou des ralentissements, et ça c'est beaucoup chez l'enfant neurotypique. Si on ne dort pas assez, ça peut impacter l'équilibre métabolique. Mais comme vous l'avez entendu aussi, ça va impacter de comment l'enfant apprend. Alors la première fonction touchée en général chez l'enfant, adolescent ou adulte, c'est l'attention. C'est-à-dire on ne dort pas assez, justement l'attention la journée va pas être optimale, on va oublier des choses à la maison ou laisser traîner un sac, etc. Et si c'est par contre plus sévère et chronique, ça peut impacter les apprentissages. Et c'est aujourd'hui vraiment bien reconnu, même par l'Éducation nationale, qui a organisé en 2022 une grande journée de recherche internationale à laquelle des collègues et moi ont pu participer au Collège de France, et qui va mettre en place un groupe de travail à nouveau sur sommeil, santé mentale à l'école, aussi en reconnaissant ces liens vraiment très forts entre sommeil et apprentissage. Et après, vous avez entendu ce qu'a dit Stéphanie dans le témoignage. Elle a dit, sa fille, elle était surprise comme quoi elle pouvait mobiliser une tonne d'énergie alors qu'elle ne dormait pas la nuit. Ça, c'est parce que chez certains enfants, quand ils ne dorment pas bien, ils sont comme des adultes, c'est-à-dire plutôt très fatigués, hyper somnolents, avec des baisses de vigilance. Mais certains d'autres vont plutôt mobiliser davantage d'énergie et vont se mettre en hyperactivité motrice, et notamment des jeunes enfants, il faut dire. Et du coup, ils bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme une lutte contre la fatigue qui est perçue. C'est ce que beaucoup d'études ont pu montrer. Et après, vous voyez ce que a dit Aurélie aussi, c'est-à-dire quand l'enfant n'a pas assez de sommeil, quand elle a réveillé son fils, à ce moment-là, justement, on a beaucoup de difficultés dans la régulation des émotions, des pleurs, etc. Et c'est parfois plus internalisé, comme je disais, ou externalisé, et ça peut se manifester aussi par des comportements plus agressifs, de l'irritabilité, davantage d'impulsivité. Et vous l'avez déjà entendu, mais on va entendre d'autres témoignages tout à l'heure. La qualité de vie peut se trouver vraiment très lourdement impactée. Alors, ces répercussions, comme vous le dites, Sylvia et Anthony, c'est effectivement, ils peuvent être réversibles sous intervention, et c'est bien ça l'espoir. C'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire, parce qu'on a vraiment l'espoir qu'aujourd'hui, il y a pas de bonnes interventions qui existent, et de faire profiter le plus de personnes possible de ces interventions et des différents troubles de TND. On va effectivement parler tout à l'heure, dont le TDAH, comme vous le dites justement, très justement dans vos commentaires. Alors, on a parlé du fait qu'il y a une sorte de temporalité externe du monde qui les entoure. Alors, dans le témoignage, vous entendez Sophie Biette qui dit oui, mais il y avait l'école avec sa temporalité, donc on a réveillé notre fille pour l'amener à l'école. Donc ça, c'est une temporalité imposée. Et il y a la temporalité interne, et on entend bien comment chez Aurélie, chez Stéphanie, ça ne colle pas. C'est-à-dire, puisqu'il y a des réveils nocturnes, le matin, l'enfant est décalé, et du coup, il faut quand même dire est-ce qu'on réveille pour aller à l'école, etc.
Et quand ça ne colle pas avec les horaires, on parle d'un terme qui s'appelle le jet lag social, c'est-à-dire on est comme en décalage horaire, ou les personnes sont comme en décalage horaire, mais c'est pas parce qu'ils ont réellement pris l'avion, mais parce que leur temporalité interne ne correspond plus actuellement à la temporalité du monde qui les entoure. Donc à ce moment-là, c'est plutôt un problème de rythme, effectivement, qui n'est pas juste. Et les temporalités, ça, on n'est pas tous pareils en termes de temporalité. C'est-à-dire là, tout vous présente, a priori, il n'y a que des personnes connectées en France. Donc on devrait se dire, on vit tous dans la même lumière et obscurité française, ou presque, mais vous savez très bien qu'on ne va pas tous dormir aux mêmes horaires. Et ça, c'est lié à un trait individuel, mais qui est sous influence génétique assez forte, qui s'appelle le chronotype. Et je vous explique ça parce que ça concerne autant les personnes avec TND que toute la population. Et c'est toujours intéressant de connaître son propre chronotype et aussi des chronotypes des personnes avec lesquelles on travaille. Parce que ça veut dire quoi? On peut être un chronotype du soir, on appelle ça des chouettes, et les chouettes, justement, sont en grande forme le soir. Donc, ils vont choisir des activités difficiles à faire le soir, c'est là qu'ils ont le plus d'énergie, le plus d'intérêt, à la fois pour le travail, pour leurs activités de loisirs, etc. Et forcément, quand on est comme ça, ben, on a une tendance à se coucher plus tard que les autres, et si on doit se lever comme les autres à la même heure, ce qui est décrit dans les témoignages, ben, au début, ça ne va pas du tout au début de la matinée. Souvent, on n'a pas faim, on est assez grognon et ça va s'améliorer à nouveau un peu plus tard. A contrario, si on est du matin, et on peut appeler ça des alouettes, les alouettes vont plutôt être en forme la journée, mais par contre, en fin de journée, ça devient très difficile. Et donc, souvent, par exemple, les personnes adultes, quand ils se mettent devant les films le soir, ils ne vont jamais voir la fin des films parce qu'ils vont s'endormir sur le canapé. Et après, on va se traîner au lit et finalement, il peut y avoir une bonne nuit en soi, mais avec des réveils le matin assez tôt, et ce qui peut être un inconvénient aussi. Et ça, finalement, c'est un trait génétique. On connaît aujourd'hui assez bien la base et ça existe chez les personnes avec TND et aussi en population générale. Ça, c'est vraiment une question de rythme. En soi, ce n'est pas une pathologie, hein. Mais s'il y a un conflit fort à cause d'un chronotype qu'on appelle extrême, ça peut quand même poser des problèmes et du coup, la prise en charge va être un peu différente. Autre chose qu'il faut savoir sur le chronotype, on reste relativement du matin ou relativement du soir toute sa vie. En revanche, il faut vraiment se comparer aux personnes du même âge. C'est-à-dire, un enfant de 10 ans, on compare à d'autres enfants de 10 ans, un adulte à 25 ans, à d'autres adultes à 25 ans. Pourquoi? Parce qu'entre 10 et 20 ans, toute la population, enfants avec TND comprise, vont beaucoup se décaler vers les horaires du soir. Ça, c'est un processus biologique qu'on connaît aujourd'hui relativement bien. Il est plus fort pour les garçons en clair que pour les filles. Et dans la vingtaine, souvent, ça se normalise déjà un tout petit peu. Mais ça, il faut savoir que ça peut changer tout au long de notre vie. Mais par rapport à nos pairs, PAIR, on reste toujours dans une frange plutôt du matin ou plutôt du soir. Donc, premier trait génétique. Le deuxième qui est important à connaître pour chacun, personne avec TND compris, bien sûr, c'est le besoin de sommeil. Parce que là aussi, nous ne sommes pas tous égaux. Donc, premièrement, c'est âge dépendant à nouveau. Donc, vous trouvez ici les données de la National Sleep Foundation et ils sont vraiment aujourd'hui vraiment largement acceptés au niveau international. Et vous voyez en bleu foncé, c'est vraiment des besoins de sommeil ou des recommandations sur une durée de sommeil acceptable pour une tranche d'âge donnée. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, un enfant entre 3 et 5 ans devrait dormir entre 10 et 13 heures. Vous voyez, c'est assez large déjà. Voilà. Mais certains enfants entre 3 et 5 ans peuvent peut-être avoir assez avec 8 ou 9 heures de sommeil sur les 24 heures et d'autres auraient peut-être besoin de 14. Là, ce qui est marqué en turquoise, ça c'est quand vous êtes génétiquement court dormeur ou lent dormeur. En revanche, à ce moment-là, on ne considère pas ça comme un trouble du sommeil. Et ça suppose aussi qu'il n'y a aucune répercussion diurne. C'est-à-dire l'enfant entre 3 et 5 ans dort 8h30 par exemple, mais la journée va très bien, apprend très bien, a des relations satisfaisantes, etc., etc. Donc c'est un enfant sans difficulté, c'est juste la durée du sommeil qui est un peu plus limitée. Quand c'est comme ça pour les enfants et les adolescents, il y a souvent un des parents aussi qui est comme ça. Donc ça aussi, on en tient compte dans nos analyses et dans le fait de gérer des troubles du sommeil.
Je dis ça aussi pour une autre raison, parce que certains d'entre vous, j'ai vu, vous êtes dans les institutions, par exemple. Un adulte avec un TND a parfois un rythme un peu différent. D'ailleurs, Sophie Biette l'a dit, sa fille adulte fait toujours une sieste en fin de matinée. Ça peut être tout à fait le cas, mais le besoin de sommeil n'est pas nécessairement augmenté. Ça veut dire, sur les 24 heures, cet adulte aussi, en moyenne, ne va dormir qu'entre 7 et 9 heures. Si sa fille fait une sieste en fin de matinée, ça veut dire à un moment, elle va moins dormir la nuit. Ce n'est pas forcément une insomnie, c'est une répartition du sommeil un peu différente. Voilà, et il faut parfois en tenir compte aussi, parce que sinon on donne des médicaments pour faire dormir très longtemps la nuit, mais en plus on met des siestes la journée. Ce n'est pas possible en fait, hein. Donc il y a un besoin de sommeil individuel et aussi par tranche d'âge, et qu'on essaie de respecter le plus possible. Donc là aussi, sans aller plus dans les détails, sauf si vous avez une question, on connaît les facteurs génétiques impliqués, on s'inquiète vraiment quand la durée du sommeil est encore en dessous de ça. Donc, dernier aspect, j'aimerais bien vous montrer, et ça c'est la partie technique, et après on va vraiment au pratico-pratique. J'aimerais bien quand même juste vous donner une idée comment finalement notre corps interne comprend quelle est la temporalité du monde externe, du monde qui nous entoure. Et ça passe bien sûr par des régions cérébrales. Aujourd'hui, on les connaît bien. Alors, suivez-moi. Donc là, nous avons une coupe cérébrale comme ça. Je vais vous montrer. Donc, vous avez le nez là en haut sur l'image, les yeux, donc les globes oculaires, et vous voyez les nerfs optiques et le croisement des nerfs optiques. Alors on appelle ça, nous, le chiasme optique. C'est là où ça croise, et juste au-dessus, il y a une toute petite région qui s'appelle des noyaux suprachiasmatiques. Vous pouvez oublier ça à nouveau, mais c'est là où est localisée notre horloge biologique principale. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est située à cet endroit précis du cerveau? Ben, parce qu'elle doit avoir l'information sur lumière et obscurité. Et cette information, elle l'a bien sûr par l'œil et par la rétine. Et donc, vous voyez, il y a une voie très rapide qui va directement tout le temps informer notre horloge biologique. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Et vous voyez déjà le problème qu'il peut y avoir. Quid si ce n'est pas la lumière du jour, mais la lumière artificielle qui émane des écrans, notamment les écrans que certaines personnes peuvent utiliser le soir tard, la nuit. Bah, ça crée une lumière aussi. Et pareil, ça va être transmis à l'horloge biologique et l'horloge parfois ne sait plus trop quand est-ce que c'est le jour et la nuit. Et on y reviendra plus tard. C'est pour ça que c'est important de connaître ces systèmes. Et donc, cette horloge biologique, une fois qu'elle a reçu l'information, va la donner à plein de régions du cerveau différentes, notamment à une petite glande qui se situe plutôt en arrière du cerveau, qui s'appelle la glande pinéale. Et cette glande pinéale va à ce moment-là produire et sécréter la mélatonine. Et ça, c'est vraiment la mélatonine naturelle que notre corps produit. Et je vous en parle, bien sûr, vous imaginez bien, parce que parmi les traitements, vous avez déjà, au moins 3 personnes ont parlé du sélénito, mais vous parlez des molécules à mélatonine. Et donc, on le donne aujourd'hui en tant que traitement. Mais d'abord, il y a une mélatonine qui est produite par notre corps. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et effectivement, par rapport à la luminosité, monsieur ou madame Benjilali, il y a des hypersensibilités qui sont connues et on ne sait pas encore aujourd'hui exactement dans les troubles du neurodéveloppement à quel point ça joue sur le système. Nous avons actuellement une étude en cours sur la luminothérapie dans l'autisme et on peut peut-être en parler à la fin un tout petit peu. Et une des raisons était aussi pour tester ça. Donc, c'est une question extrêmement pertinente. Et ce signal, une fois que la mélatonine est produite, c'est compris par le reste du corps et le reste du corps va du coup comprendre, ah, la mélatonine arrive, il faut que je me prépare au sommeil. Vous voyez, c'est ça le signal biologique. Donc, dans ce schéma, la lumière et l'obscurité sont des donneurs de temps. Donc, lumière, ça donne un temps à l'horloge biologique, ça lui dit c'est le jour. Obscurité dit peut-être c'est la nuit. Alors, il y a différents types d'obscurité, mais peut-être c'est la nuit. Et il y a d'autres donneurs de temps. Le terme technique est Zeitgeber, je vous le mets pour votre intérêt, mais vous pouvez dire donneur de temps. Donc, il y a l'activité physique. Donc, quand quelqu'un est très actif, normalement, on est actif la journée, on ne bouge pas la nuit. Donc, ça, c'est un signal pour notre horloge biologique. On interagit beaucoup socialement la journée et moins la nuit. Donc, c'est un signal. Et on mange la journée et pas la nuit. C'est un autre signal. Et donc, ça, c'est une diapositive extrêmement importante pour ce webinaire. Pourquoi?
Parce que si vous avez un problème avec les Zeitgeber ou avec les donneurs de temps, quels qu'ils soient, lumière aberrante, pas d'activité physique parce qu'il y a un handicap associé, pas d'alimentation correcte parce qu'il y a un trouble d'oralité, etc., vous pouvez avoir le plus de ces anomalies en quelque sorte existent, le plus vous allez avoir une répercussion sur le sommeil. Et c'est normal parce que la physiologie du système est faite comme ça. Donc, une de nos approches va être le plus possible, alors c'est pas toujours possible, de corriger les Zeitgeber. On parle souvent d'hygiène de sommeil. Je n'aime pas trop ce terme parce que c'est comme si c'était un peu une recette, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Mais en fait, en réalité, ce qu'on veut vraiment faire, on veut utiliser de manière optimale des donneurs de temps. La lumière, la journée, on a une bonne luminosité. La nuit, idéalement, presque pas de lumière, voire pas de lumière. La journée, on mange. La nuit, on ne mange pas. La journée, on bouge. La nuit, on ne bouge pas, etc. Et donc, ça, c'est vraiment important. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés par les sciences, vous pouvez relire ça parce que c'est bien sûr en réalité un peu plus compliqué que ça, mais je vous mets cet article qui est très intéressant sur ces systèmes d'horloge biologique. Donc, sur cette première partie, j'aimerais vraiment conclure que toujours quand on parle de sommeil, on ne va pas juste regarder la nuit, on regarde le sommeil sur les 24 heures, premièrement. Deuxièmement, chez vous tous, je pense que vous avez fait l'exercice pour vous déjà, il faudrait comprendre quel est votre réel besoin de sommeil et quel est votre chronotype de base. Et si je peux encore vous donner une astuce pour ça, prenez les grandes vacances d'été quand vous êtes en grandes vacances, pas dans la période tout de suite au début quand vous êtes en mode récupération, mais deuxième, troisième semaine de vacances, regardez-la chez vous-même, chez vos patients, chez vos enfants, de quand à quand, naturellement, spontanément, vous dormez et vous aurez un peu une idée du besoin de sommeil naturel et du chronotype. Et dernièrement, évaluer chez chacun qui a une plainte de sommeil les Zeitgeber. Donc ça me paraît effectivement très important. Donc, on parle des traitements par médicaments et tout ça à la fin aussi, effectivement. Voilà, première partie. Maintenant, on plonge dans les TND. Alors, je n'ai pas besoin, si vous êtes connecté ici, c'est souvent que vous êtes concerné, vous êtes de la famille, vous êtes des professionnels. Vous savez en général de quoi on parle quand on parle de TND. Cette diapositive doit juste être un rappel qu'aujourd'hui, heureusement, à nouveau, les classifications sont alignées entre l'ICD-11 et le DSM-5. Et on a ce grand groupe de troubles dans lequel se trouvent les troubles du spectre de l'autisme, TDAH, mais aussi les troubles du développement intellectuel, les 10. Et d'autres, si ça vous intéresse, on peut effectivement en parler. Donc, ça concerne un pourcentage considérable de notre population, d'où aussi les stratégies nationales qui sont mises en place par le gouvernement. Et il faut se dire, et là c'est surprenant, il y a énormément de troubles du sommeil qui existent dans ces populations. Et du coup, souvent ce que les personnes me demandent, oui, mais quelle est la poule et l'œuf? Est-ce que c'est finalement parce qu'on a des troubles du sommeil très sévères et précoces que on va développer plus de troubles du neurodéveloppement, ou plutôt, comme on se dirait, en fait, puisqu'on a des troubles du neurodéveloppement, on a peut-être plus de troubles du sommeil. Et là, il y a des études très intéressantes en cours. Pour des raisons de temps, je ne voulais pas vous les détailler, sur les cohortes de naissance qui vont nous permettre de répondre à cette question. Mais certains montrent effectivement que les troubles du sommeil très précoces peuvent être un premier signe, en tout cas, de troubles du neurodéveloppement si elles sont précoces, particulièrement sévères, mais ce n'est bien sûr pas nécessairement le cas, ni si un enfant a des troubles du sommeil, ça veut dire automatiquement qu'il va développer un trouble du neurodéveloppement, mais il y aura probablement des liens bidirectionnels qui existent. Alors, j'ai vu tout à l'heure votre question, sur pourquoi on a tant de troubles veille-sommeil dans les TND, et je vais y répondre, en tout cas commencer à y répondre, et le reste, on va faire ensemble dans la discussion. Alors, déjà, j'aimerais bien vous donner un exemple et je vais vous donner l'exemple du trouble du spectre de l'autisme, tout simplement parce que c'est aussi mon domaine de recherche et on peut après, dans les questions, répondre à tous les autres aussi, si vous le souhaitez. Mais je vais vous montrer un peu jusqu'où ça va. On a déjà entendu les témoignages et je vous montre ici ça d'une manière objective, comme on peut l'enregistrer. Alors, il y a plein de façons de le faire, mais nous, par exemple, on ne va pas toujours aller dans le laboratoire, on peut le faire, mais on va parfois enregistrer via des actimètres. Et ce sont ces petites montres équipées qui sont des accéléromètres. Et quand on bouge, ça enregistre une activité
quand on ne bouge pas la nuit, on considère que c'est du sommeil. Alors, ce n'est pas une mesure précise, mais le grand avantage, c'est qu'on peut faire ça jour et nuit pendant les longues semaines à domicile, dans l'environnement habituel de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Et ça nous donne une idée objective des rythmes veille-sommeil. Donc, quand on fait ça, je vous donne quelques exemples. Ici, c'est par exemple un garçon qui a 9 ans, qui a un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Et vous voyez ici que, alors il faut le lire comme ça, vous avez ici par exemple Sat-Sun, donc ça veut dire 24 heures de la journée du samedi, sont suivies par 24 heures de la journée du dimanche. En dessous, 24 heures du dimanche, c'est répété, suivi par 24 heures du lundi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Là où il y a des traits, il y a des éveils. Là où il y a moins de traits ou quasiment pas, c'est du sommeil. Et donc, vous voyez en haut les horaires. Hein. Donc, ça va de minuit à minuit à minuit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ces parents disent, on essaye de coucher notre fils vers 20h30. Donc, ça, je vous ai mis ici par la ligne rouge. Et après, il a besoin quand même beaucoup de temps pour vraiment s'endormir et reste extrêmement agité. Donc, on voit déjà qu'il y a un problème de la latence d'endormissement qui est très longue. Mais surtout, ce que vous voyez au milieu de la nuit, vous voyez là, il y a des îlots d'activités. Et ces activités ne sont pas courtes. C'est comme disait Aurélie, ici c'est 1h30, là vous avez 2 heures, parfois c'est même 3 heures d'activité au cours de la nuit. Et quand il y a eu ça, regardez le matin, le réveil du matin est aussi retardé parce que là, les parents n'ont pas le cœur souvent de réveiller ce garçon qui n'a pas dormi pendant 2-3 heures d'affilée la nuit et du coup, le matin, il a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à émerger. Et donc, on revient sur les méthodes d'enregistrement. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. Alors, ça, c'est le premier exemple. Mais ici, ce qu'on voit quand même, que l'activité se passe en journée, le sommeil se passe pendant la nuit. Donc, on dirait le rythme circadien ici est relativement bien préservé. Donc là, il s'agit vraiment plutôt d'un problème de sommeil. Après, je vous montre un agenda de sommeil d'une fille qui a 6 ans, qui a un TSA avec une déficience intellectuelle. Et là, vous voyez déjà l'agenda de sommeil. Ouh là là, là, la flèche vers le bas, ça veut dire la maman couche l'enfant. Et après, elle dit, ça prend des heures souvent pour qu'elle s'endorme. Et après, elle dort. Et il y a des longs réveils encore en plus pendant la nuit. Et effectivement, regardez, l'enregistrement actimétrique, donc objectif, confirme tout à fait ce que dit la maman, un sommeil assez catastrophique, là vous pouvez voir, avec des très très longues périodes de veille nocturne. Et là, vous voyez, les colonnes ne sont plus aussi claires, c'est-à-dire c'est assez variable à la fois sur l'endormissement et sur le réveil le matin. Et là, il y a parfois des choses comme ça. Donc, un garçon qui a 7 ans, qui a un TSA avec une déficience intellectuelle et un syndrome génétique. Et là, on voit presque plus où est le jour et la nuit. Donc là, il y a un trouble de rythme circadien, sommeil très, très important. Vous voyez, donc, il y a des degrés vraiment de symptômes qui peuvent être de sévérité très variable. Mais je vous montre ça aussi pour les professionnels, pour ne jamais sous-estimer ça. Quand les parents disent il y a un trouble du sommeil, c'est pas juste un petit trouble du sommeil souvent. Et notamment dans l'autisme, on a vu ces longs réveils nocturnes, ça peut être totalement épuisant pour les parents et c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique chez les personnes avec TSA, notamment des enfants. Alors, pourquoi on a ça? Alors, différents troubles, on a pu déterminer différentes causes. Tout à fait, donc on peut faire des enregistrements avec des actimètres tout à fait dans les laboratoires et je vais vous dire après comment vous faites pour les trouver. Alors, quelle est la cause? Pourquoi dans l'autisme maintenant, comme mon exemple, déjà on a autant de difficultés de sommeil? Donc, parce que les personnes connaissaient les voies de transmission que je vous ai montrées tout à l'heure et se sont posé la question, mais est-ce qu'il y a peut-être un problème quelque part dans ce système? Et ils ont mesuré la mélatonine. Et là, ce qu'ils ont trouvé dans l'autisme, et c'est vraiment spécifique à l'autisme pour l'instant, que la majorité des enfants sécrétaient moins que la moitié du taux des enfants contrôle. Ceux qui avaient un autisme sécrétaient beaucoup moins de mélatonine la nuit par rapport aux personnes
avec contrôle. Et pourquoi moins de mélatonine alors? Et là aussi, les recherches ont montré qu'une des causes est que les enzymes, c'est-à-dire qui fabriquent la mélatonine de la sérotonine, le 5-HT c'est la sérotonine, donc il y a deux enzymes, donc ça passe par une étape intermédiaire. Finalement, ces enzymes sont plus paresseux, ne sont pas aussi actifs et qui n'arrivent pas du coup à produire autant de mélatonine. Donc c'est une des causes trouvées pour l'instant, mais en tout cas la mieux identifiée à ce jour. Je vous montre ça parce que plus tard, on va parler de traitement par mélatonine. Il faut comprendre que dans l'autisme, c'est un traitement considéré presque comme étiologique parce qu'il y a un déficit de sécrétion et on va supplémenter finalement la mélatonine. Mais ça ne sera pas forcément pour tous les troubles du neurodéveloppement le cas. D'accord? Alors, la recherche se poursuit, ça c'est pas du tout pour prêter à confusion si je vous montre des résultats comme ça. Nous, on travaille beaucoup sur les profils de mélatonine sur 24 heures avec ma collègue Oriane Kolb, qui est médecin pédopsychiatre et chercheur qui est avec moi dans mon service. Et vous voyez, on essaye d'aller beaucoup plus loin encore, d'être plus précis, de dire justement, est-ce qu'il y a qu'un problème de déficit de sécrétion ou il y a autre chose? Et une chose que je peux déjà vous dire, en fait, la publication, elle va être soumise très prochainement, c'est que beaucoup ont un rythme aussi un peu décalé de la mélatonine. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaissait d'autres troubles, notamment du TDAH. Et ça nous amène peut-être aussi à d'autres idées de traitement. Et ça, c'est par exemple Aurélie qui l'a bien décrit. Le soir, une difficulté à s'endormir et le matin, une grande difficulté à se réveiller. Donc, du coup, vous imaginez bien, quand on a des troubles du sommeil sévères, forcément, ça a un impact sur la journée. Et c'est ce que les parents, les mamans ont décrit, hein. Et donc, on a à la fois un impact, c'est la littérature qui le montre, sur les symptômes qui sont propres à l'autisme, c'est-à-dire même la communication sociale peut être impactée davantage, davantage de comportements stéréotypés et répétitifs, mais aussi toutes les comorbidités, l'anxiété, la dépression, l'irritabilité, des comportements agressifs. Donc, il y a un fort impact sur la symptomatologie autistique. Et imaginez, si c'est à la maison chez vous le cas, il y a un enfant qui est concerné, forcément, ce n'est pas que sur l'enfant que ça a de l'impact, mais aussi bien sur les parents. Je voulais juste vous montrer que là aussi, il s'agit beaucoup de plaintes de parents qui disent, bon voilà, quand l'enfant ne dort pas assez, ben la nuit, la journée, finalement, on a tout un tas de symptômes. Et nous, on a aussi pu montrer ça. Donc, par rapport à la question tout à l'heure posée par une d'entre vous, nous enregistrons les enfants aussi, si c'est nécessaire, par la polysomnographie, donc dans les laboratoires, avec un électroencéphalogramme et plein de capteurs qui montrent comment l'enfant respire, etc. Vous posez la question du syndrome d'apnée du sommeil. Mais souvent, on n'a pas besoin de cette information parce qu'on n'a aucune suspicion dans ce sens. On veut surtout voir la question des rythmes et on a du coup validé qu'on peut utiliser l'actimétrie. Ça peut être suffisant pour ça, pour l'estimation des rythmes veille-sommeil. Et quand on fait ça, on a vu que on peut quantifier en fait à quel point le sommeil et les rythmes peuvent contribuer à la symptomatologie des enfants avec TSA. Et chez les jeunes enfants, dans cette étude, c'était des enfants qui avaient une moyenne d'âge de 5 ans. C'est une étude multicentrique française basée sur un PHRC. On a pu montrer que 18% de la symptomatologie d'irritabilité, 17% de la symptomatologie du retrait social et 36% des comportements stéréotypés pouvaient être expliqués finalement par des problèmes du sommeil et des rythmes. Et quand on prenait parmi ces enfants avec TSA, ceux qui avaient beaucoup ou pas beaucoup de stéréotypies, je vais juste vous montrer ça ici en bas, vous voyez que la différence des durées des sommeils est assez significative. Donc, ça, c'est l'effet sur les enfants, sur leur comportement, et forcément, ça a un effet aussi sur l'entourage. Et on va prendre quelques minutes juste pour écouter ce que disent les parents sur l'effet sur eux, sur l'entourage. C'est dur, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai vraiment le souvenir, enfin, en tout cas de ces années-là, d'un tunnel, vraiment d'un immense tunnel assez noir où c'est assez long de voir la lumière.
voilà, enfin et on est en mode survie. Voilà, on essaye de se concentrer sur ce qu'on a à faire et en même temps, voilà, une impression de pas être là aussi quelque part ou d'être voilà là un peu en mode machine, en mode un peu robotique dans ce qu'on fait. Sur la vie de couple, c'est aussi extrêmement difficile dans qui fait quoi, dans qui se répartit les rôles, effectivement, dans ces culpabilité parfois de pas en faire assez ou de pas trouver une solution. Ouais, enfin, voilà, c'est extrêmement difficile et je trouvais que c'était presque le plus difficile à gérer, même dans l'autisme d'une manière générale. Oui, non, mais je me retrouve évidemment exactement dans ce témoignage. Moi, c'est un souvenir effectivement d'une période avec une chape de plomb. Et oui, en plus, il y a cette culpabilité de être en pilote automatique, ça veut dire ne pas être présente, ne pas être disponible et ne pas pouvoir être auprès de son enfant comme on voudrait l'être. Voyez, et ça, je pense aussi pour les professionnels. Alors, vous êtes là parce que vous êtes sensibilisés à la question, mais ce qui me paraît vraiment essentiel dans ces témoignages, parfois, quand on travaille avec des parents qui ont un enfant avec un TND, bien sûr, il y a de l'orthophonie, la psychomotricité, il y a de l'ergothérapie, et on a plein d'idées, ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait mettre en place à la maison, et on donne plein de conseils et d'astuces, etc. Si on ne vérifie pas que l'enfant a peut-être un trouble du sommeil sévère, que les parents en souffrent, on demande encore des choses aux parents qui sont déjà totalement épuisés. Et parfois, dans ce cas-là, il faut se dire, il faut quand même vraiment à la base régler le problème de sommeil parce que sinon, l'enfant n'est pas disponible finalement pour les séances thérapeutiques, mais surtout les parents, ils sont trop épuisés en fait pour mettre des choses en place. Et effectivement, tout ce que vous dites, la personne qui est connectée de typique atypique, hein, donc effectivement, c'est des questions de lâcher prise, etc. Mais on peut se trouver dans une véritable spirale négative finalement où l'enfant a de plus en plus de troubles du sommeil, le parent est de plus en plus épuisé, etc. Et ça devient une situation parfois à la maison assez insoutenable pour tout le monde. Et du coup, il ne faut pas s'étonner que quand on demande aux familles souvent quelle est leur priorité pour la recherche, alors souvent on entend le sommeil. Donc ici, c'était une étude anglaise où on a fait des focus groups avec les parents et les parents disaient, ben, une des priorités, c'était vraiment le problème d'endormissement et les réveils nocturnes de leur enfant, mais peu de temps après, leur propre problème de sommeil du coup et leur dette de sommeil cumulée. Et en France, c'est la même chose, c'est-à-dire parce que justement les TND sont associés à des difficultés de régulation des émotions, parfois de comportement, aux troubles du sommeil, mais que les deux sont fortement liés. Ça peut être un levier quand même important par rapport à la question que tout à l'heure vous posiez, Sylvia et Anthony, me semble-t-il. Est-ce que c'est réversible? Alors, c'est réversible et justement, parfois, travailler sur le sommeil, ça peut être un véritable levier pour améliorer aussi la régulation des émotions et des comportements. Et ce n'est pas pour rien quand il y a eu la première année en recherche participative du GRAPS, donc c'est un groupement de réflexion des associations et des personnes concernées par la science. Donc, où vous voyez peut-être votre association concernée avec votre représentant, on a travaillé au niveau national pendant une année et ils pouvaient choisir plutôt un sujet sur lequel ils voudraient bien travailler. Et toutes ces associations de TND ont choisi le sommeil. C'était un facteur commun, une zone d'intérêt commune et m'ont contacté du coup parce que je coordonne au niveau du groupement de recherche sommeil, le groupe neurodéveloppement, avec plein de mes collègues que vous avez vus et nous avons associé d'autres chercheurs et nous avons travaillé pendant une année. Alors on a vraiment travaillé dans les sous-groupes où on a discuté les problèmes, essayé de voir est-ce qu'on pourrait arriver à des recommandations. Ces représentants des associations sont retournés à la base, c'est-à-dire les familles qui font partie de ces associations. Il y a des témoignages qui ont été recueillis et on a créé un gros colloque après cette année de travail 2020-2021 que vous trouvez aussi, comme le dit notre chef de projet Maryse Péressin, sur le site de Stracentic ou sur le site du GIS Autisme que je vous ai mis là. Vous pouvez revoir toute la journée. Donc, c'était vraiment une année très intéressante pour moi aussi de travailler avec les associations
associations sur cette thématique. Donc, sur cette deuxième partie, j'espère vous avoir montré qu'il y a vraiment un impact majeur du sommeil sur le comportement, la cognition et aussi la santé mentale des enfants. On a moins vu les études pour des raisons de temps sur les trajectoires de développement, mais il y a quelques études intéressantes basées sur des cohortes de naissance. Je pense, vous avez montré à l'exemple de l'autisme que le déficit de sommeil peut être associé à la symptomatologie et peut aggraver. Voilà, ça reprend. Petite interruption. Merci beaucoup pour votre réactivité. Donc d'abord, on va effectivement évaluer du coup les difficultés. À ce moment-là, comment on peut s'y prendre? Donc, moi, je conseille aux professionnels qui sont ici présentes ou qui regardent ce webinaire en replay de dédier un temps. J'ai mis une consultation parce que c'est des médecins, mais ça peut être un temps où on parle de ça, on parle que du sommeil. Et c'est probablement un des meilleurs investissements que vous aurez jamais fait dans votre carrière. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas spécialiste du sommeil, et ça c'était la question de tout à l'heure de Madame Moi, qu'est-ce que je peux utiliser finalement? Donc moi, je vous conseille d'utiliser des questionnaires de dépistage parce que pour ça, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de sommeil. Et un des questionnaires avec lesquels on travaille beaucoup, c'est le Sleep Disturbance Scale for Children. Pas besoin de noter, je vais vous donner des références à la fin. Vous pouvez l'imprimer gratuitement chez vous à la maison. Je vous montre le site où, à partir duquel vous pouvez l'imprimer. Et ça existe dans une version pour les plus petits, des 6 mois, 4 ans, et pour les 4-16 ans. Et du coup, c'est vraiment pour différents groupes d'âge. Et vous avez des valeurs seuil qui vous disent, ah, là, il y a peut-être quand même une suspicion de apnée du sommeil ou de syndrome de jambes sans repos, etc. Donc, ça aide. Les parents peuvent le remplir ou l'ado s'il peut. Et ça aide vraiment à avoir une première idée. Deuxième, alors on a travaillé sur ça aussi avec un groupe d'experts européens. Vraiment, c'était plutôt pour les médecins de première ligne et je ne vais pas insister là-dessus. Quelques questions qu'on pourrait utiliser, c'est une variante de ce questionnaire finalement et on a publié là-dessus qui permettait aussi, avec peu de questions, finalement, avoir une première idée. Mais pour vous, le STSC, globalement, c'est bien traduit. On a une jolie version qu'on a créée française qui est gratuitement accessible. Euh, ça, euh, Ça, plus un agenda de sommeil. Alors, un agenda de sommeil, là aussi, on vous donne des liens, effectivement. L'agenda de sommeil, jour après jour, la personne ou la famille va rentrer vraiment à quel moment on couche l'enfant ou soi-même, hein, flèche vers le bas, et on va hacher les périodes où on pense dormir. Évidemment, c'est subjectif, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est la perception du sommeil, soit de soi-même ou des parents pour leur enfant et ça donne une idée. Et le fait que c'est fait jour après jour, c'est beaucoup plus précis que si dans une consultation on généralise. Mon enfant ne dort jamais, il se réveille toujours, etc. Non, il y a forcément des petites variabilités de jour en jour et c'est très important d'avoir une analyse sur une période donnée, 2-3 semaines, ça serait vraiment idéal. Et on demande aussi dans les petites colonnes de faire le lien entre la qualité du sommeil la nuit et le comportement la journée. Je vous montre un exemple, je vous note en même temps les questions sur lesquelles je reviendrai après. Euh, donc, à ce moment-là, si on a ici, par exemple, des parents qui remplissent pour leur enfant, on a bien sûr aussi des moments de sieste. Et par exemple, là, pourquoi il y a deux couleurs? Parce que cette famille, la plainte était que l'enfant les rejoignait dans leur lit. Donc, bleu, c'est l'enfant dans son lit. Rouge, l'enfant dans le lit des parents. Vous voyez, c'est la vraie vie. Et du coup, c'était important de séparer les deux aspects pour pouvoir travailler dessus. Donc, c'est très utile un agenda de sommeil parce que ça donne des pistes après pour la prise en charge. Si on a fait ça à un moment dédié, on a des questionnaires de dépistage, on a un agenda de sommeil, en général, ça va vous aider à décider est-ce qu'il faut adresser l'enfant à des spécialistes de sommeil tout de suite ou est-ce qu'on va déjà les prendre en charge nous-mêmes. Donc, spécialiste de sommeil, quand est-ce qu'on fait ça? Ben, si vraiment on voit que l'enfant s'endort à tout bout de champ, mais partout, 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 l'adulte aussi. Donc, ça s'appelle une hypersomnolence. Là, il faut quand même, là, probablement faire un vrai enregistrement de sommeil.
Pareil, si on suspecte vraiment que l'enfant a des apnées de sommeil, là aussi, c'est bien d'adresser un spécialiste sommeil. Et le fameux, j'ai vu dans la question sur le TDAH, on va en parler, syndrome de jambes sans repos. Si on ne sait pas trop quoi faire avec, pareil, ça serait intéressant de l'adresser. Les parasomnies, pas forcément. Vous avez parlé là de somnambulisme et TND, Madame Millet, parce que c'est assez habituel. Mais si c'est très sévère, tous les jours, plusieurs fois par nuit, etc., si, là aussi, on adresse à des centres de sommeil. Alors, comment les trouver? Vous avez le site de la Société française de recherche et de médecine sur le sommeil, la SFRMS. Et si vous allez sur leur site, vous avez la cartographie de la France, vous cliquez sur votre département et vous avez le centre de sommeil qui sont agréés par la SFRMS. Et je participe à la SFRMS très fortement. Donc, ce sont vraiment des très bons centres. Et là, vous pouvez vous renseigner. Alors, est-ce que eux, ils prennent en charge? Il n'y a pas tous qui prennent en charge des jeunes enfants, mais ils peuvent souvent, sinon, vous adresser le prochain service qui peut voir des jeunes enfants. Et tous voient des adultes, par contre, qui sont sur cette cartographie. Et là, ils ont tout plein d'outils à disposition, les actimétries, si c'est nécessaire. La polysomnographie que vous voyez ici, un enfant où on a collé les électrodes pour une polysomnographie, donc un enregistrement de sommeil, ou si nécessaire, peuvent faire des courbes de la mélatonine. Et Maryse, merci beaucoup, mais tout ça aussi directement déjà aussi dans le chat. Alors, sinon, si par contre on n'est pas dans ça, et on est plutôt dans ce qui est le plus fréquent de loin, si on est plutôt dans une problématique d'insomnie ou de décalage de phase, comme on a entendu dans les vidéos, bah là, en fait, nous tous professionnels de soins dans le domaine des TND, on peut commencer une prise en charge. On ne va pas tout de suite adresser au spécialiste du sommeil parce que ça crée des attentes beaucoup trop longues et pas nécessaires. Donc, on va plutôt déjà nous faire une première approche thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là aussi, j'aimerais d'abord qu'on écoute les mamans et après, je vous dis comment ça relate par rapport à ce que nous, on conseille en tant que spécialistes aujourd'hui. Donc, Bah, moi, c'est effectivement quelque chose que j'avais fait. J'avais fait un bel emploi du temps avec des photos. Et c'est vrai qu'on était rentré dans une routine qui était voilà très très structurée et peut-être aidante. Voilà, le bain, le pyjama, le dîner. Qu'est-ce qu'il y avait après? Les dents, une histoire au lit. Enfin, c'était vraiment le rituel classique. Et tout allait assez bien pendant ce rituel. Et en fait, c'était une fois que ma fille était vraiment dans son lit, que après ça dérapait. Comme Stéphanie, j'ai mis en place les emplois du temps bien rythmés avant le sommeil. En fait, nous, on a plutôt travaillé sur le sensoriel, c'est-à-dire à bien voir comment elle exprimait ses besoins, effectivement, d'être plutôt dans un cocon. Donc, par exemple, elle a dormi pendant quelques années, et pas si mal que ça, dans une tente igloo. Et puis aussi, on a beaucoup vu qu'elle aimait des espaces assez Monaco, c'est-à-dire où il n'y a pas trop de stimulation. Ce qui avait marché en tout cas pour mon fils aussi, c'était un peu l'exploration des autres troubles qui peuvent être associés à l'autisme, parfois comme les troubles digestifs. Quand on a amélioré tout ça, le sommeil s'est aussi amélioré. Je pense qu'il faut aussi essayer d'explorer un peu tous les autres troubles somatiques. Ce que j'ai trouvé compliqué aussi, c'est au-delà de gérer l'endormissement, c'est comment gérer ces réveils nocturnes qui sont très longs. Parce que là, du coup, on est un peu moins évidemment sur un rituel, enfin, on a un peu moins de solutions et en plus, on est aussi beaucoup moins disponible quand vous êtes réveillé entre 1h et 3h du matin. Comment on fait, comment on gère? Et c'est là où moi j'ai trouvé qu'il y avait les plus grands moments de solitude et là où on était le plus démunis sur comment on gère ces moments-là. oui, je pense que c'est vraiment extrêmement bien décrit, je trouve, par les parents, par les mamans ici, la difficulté. Et une chose que je dis parfois aussi, si vous vous réveillez la nuit en tant que parent, vous êtes seul et les grands moments de solitude qui est décrite là par Aurélie,
imaginez-vous, et j'ai trouvé ça très utile, Stéphanie me l'avait une fois dit aussi, imaginez-vous qu'il y a d'autres mamans quelque part ou d'autres pères qui sont dans la nuit avec leurs enfants réveillés. Vous n'êtes pas seul. Donc, voilà, regardez parfois par la fenêtre et imaginez-vous, ben voilà, là dans les maisons aussi, il y a probablement d'autres personnes qui passent par la même chose. Mais voilà, ce n'est pas une fatalité par contre, et on peut faire quelque chose. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on hiérarchise finalement nos prises en charge. Alors, la première chose de l'approche thérapeutique, c'est, comme souvent, l'approche psychoéducative. Alors, ça veut dire soit de s'informer si vous êtes une personne concernée ou un parent, soit d'aider les personnes concernées à s'informer. Ça veut dire quoi? Connaître ce que je vous ai montré là, par exemple, savoir quel est le besoin de sommeil à laquelle on peut s'attendre à un certain âge. Si c'est un adulte, on ne peut pas les faire dormir 15 heures sur les 24 heures. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas dormir 12 heures plus faire une sieste la journée, par exemple. Donc, ça fait partie comme des choses qu'on doit vraiment discuter et dont on doit tenir compte. La deuxième chose, vous imaginez bien, c'est les écrans. Alors, les écrans c'est une thématique, on pourrait faire 20 webinaires en soi, donc je ne vais pas pouvoir aborder la complexité, bien sûr, des écrans, mais il y a l'aspect rien que lumineux qui est gênant. Pour la partie lumière pure, hein, parce que je vous ai montré, parce que ça passe par la rétine, c'est vraiment important que si on utilise des écrans parce que c'est peut-être actuellement la seule chose qui peut permettre à la personne de se calmer ou à l'enfant de se préparer un peu au sommeil, il faut au moins utiliser les filtres qui coupent la lumière bleue parce que c'est la lumière bleue, c'est une longueur d'onde de la lumière entre 460 et 480 nanomètres qui est la plus excitante pour l'horloge biologique. Donc, il faut vraiment mettre des paramètres nuit. Donc, on peut faire ça sur tous les téléphones, comme beaucoup d'entre vous le savent, ou sur les écrans, pour couper la lumière bleue. Mais dans l'idéal, bien sûr, on n'aurait pas du tout d'écran parce que ça peut aussi être très activant dans les 2 heures avant l'endormissement. Ce n'est pas toujours possible. Comme tout, on va essayer d'adapter ça au possible de la personne, des familles, etc. Et on écoute beaucoup les parents, en fait, là-dessus aussi. Euh, donc, ça, c'est l'histoire des écrans, mais il faut en tout cas pouvoir en parler. Après, vous avez entendu que c'est beaucoup la routine, en fait, qui est importante. La routine, ça veut dire il y a un rituel en place. Et ça, franchement, tous les âges. Là, c'était des enfants, mais même nous, adultes, on a chacun notre petit rituel. Et ça, c'est bénéfique à tous les âges de créer une routine très précise à partir du repas du soir qui va se dérouler, qui peut être assez reproductible et qui permet en fait de baisser nos tensions. Tout à l'heure, on a entendu parler de lâcher prise. Ça favorise un lâcher prise, même si ça peut être individuellement différent pour chacun. Et on va chercher tout ce qui existe qui peut favoriser ce lâcher prise, cette préparation au sommeil. Et pour pouvoir justement faire une transition en douceur. Et ça peut être, et c'est Stéphanie qui l'a dit, soutenu par des supports visuels. Alors, ça a été beaucoup développé pour les personnes avec autisme, mais c'est bénéfique pour plein de situations, pour plein déjà d'adultes aussi avec autisme et aussi en dehors de l'autisme pour plein de personnes. Ce sont des séquenciers qu'on peut mettre dans la salle de bain, qu'on peut mettre dans la chambre à coucher et qui permettent de se repérer où est-ce que j'en suis finalement actuellement dans cette routine. Et si c'est nécessaire pour transiter entre les différentes étapes, là aussi, vous, personnes concernées, parents, professionnels, vous connaissez bien le time timer. C'est un outil assez précieux qui permet de dire, voilà, je reste X temps sur cette activité et on voit le temps qui passe, même un enfant. Et après, quand c'est fini, bah, je passe à une autre activité. Donc, ça peut être utilisé aussi pour couper finalement ces différentes séquences en soirée. On peut, mais ça, ce n'est pas du tout pour tout le monde. Certaines personnes réagissent assez bien aux techniques de relaxation, comme ici la pleine conscience pour enfants ou pleine conscience pour adultes ou la respiration abdominale. On peut vraiment l'adapter aussi assez simplement. Par exemple, la façon la plus simple à faire avec un très jeune enfant ou peut-être aussi avec des adultes qui ont une déficience, ça peut être posé sur le ventre un coussin un peu lourd ou un doudou lourd et on dit on va respirer pour faire bouger le doudou, pour que le doudou soit bercé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut instaurer très, très petit.
Pour les enfants qui y seraient, par exemple, accessibles, il y a Calme et Attentif comme une grenouille d'Elie Snell qui est vraiment bien faite. C'est la pleine conscience pour enfants. Et du coup, on peut dire, on le fait d'abord avec les enfants et après, l'enfant peut être autonome. Mais pas pour tout le monde, comme toujours, hein. Il faut effectivement un peu choisir ce qui correspond. La question des veilleuses. Maintenant, je vous ai fait tellement peur avec la lumière, vous allez peut-être me dire, mais du coup, on n'a plus le droit à la veilleuse. Si, quand même, parce qu'il y a un peu un âge où la peur du noir est naturelle, hein, à partir de l'âge de 4 ans environ. Et là, certains enfants ont vraiment la panique quand ils sont dans le noir complet. Mais il faut veiller, quand on parle de veilleuse, à ce que ça soit une petite veilleuse, la couleur, comme vous le voyez, là, plutôt chaude, et on ne va pas la mettre directement à côté de l'œil de l'enfant, mais plutôt plus loin dans la pièce. Mais à ce moment-là, ça peut être tout à fait acceptable. Et si vous voulez relire tout ça, pas que re-regarder le webinaire, on a préparé plein de modules là-dessus en ligne, je vais vous montrer tout à l'heure, mais il y a aussi une brochure, encore une fois, c'est une brochure qui était soutenue par des laboratoires Biocodex, que je remercie, qui ne parle pas du tout de traitement, mais qui a permis de traduire et d'adapter en français et aussi à la philosophie française, je dirais, une brochure développée par une association américaine, Autism Speaks, qui est très bien, qui reprend toutes ces règles finalement, mais en les adaptant ici aux personnes avec TSA, et je l'utilise très largement aussi en dehors des troubles du spectre de l'autisme, parce qu'elle est vraiment bien faite, je trouve, cette brochure. Donc, après, on peut rentrer dans une phase vraiment d'approche cognitivo-comportementale. Alors, aujourd'hui, comme on est en participation très large, donc je n'ai pas insisté là-dessus, mais là, vous trouvez des modules tout à l'heure que vous pouvez regarder gratuitement, où on parle vraiment des approches cognitivo-comportementales plus spécifiquement. Et si ce n'est pas suffisant, et ça dépend maintenant de quel TND on parle. Par exemple, pour l'autisme, malheureusement, seulement dans 25% des cas, ça suffit. Et sinon, il faut quand même avoir recours à un traitement pharmacologique. Mais dans d'autres troubles, la grande majorité, on arrive à les résoudre uniquement avec une adaptation de la psychoéducation, des bonnes habitudes et des approches cognitivo-comportementales. Bien sûr, chaque enfant est différent. Alors là, je vois Robin, qui a 13 ans, qui dit que la lecture dans le lit stimule et lutte contre le sommeil. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que quand on fait une analyse de ce qui se passe, on va parler de ça. Tout à fait. Moi, j'ai un petit patient que je suis depuis très longtemps, qui est maintenant adolescent, et les parents me disaient aussi, il n'arrive pas du tout à s'endormir. Donc, on a fait vraiment une analyse, qu'est-ce qui se passe en soirée, quand est-ce qu'il est couché. Ils ont dit la lecture, et j'ai dit la lecture, c'est très bien le soir, sauf qu'il se trouvait que c'était le seul moment dans la journée où il avait accès à ses livres préférés qui parlaient de son thème d'intérêt vraiment spécifique. Et évidemment, dans ce cas-là, ce n'est absolument pas, ça ne favorise pas le lâcher-prise. Dans ce cas-là, c'est très intéressant et lui, il adorait pendant des heures lire ce livre. Donc, ça peut être peut-être ça pour vous. Mais il faut bien sûr à ce moment-là ne pas avoir accès aux livres qui nous intéressent, mais plutôt à des livres qui sont plutôt un peu ennuyants, qu'on connaît déjà assez bien, par exemple. Ou on utilise autre chose comme la musique calme. Donc vraiment à chercher avec pas mal de créativité pour chacun. Donc si ce n'est pas suffisant, il faut par contre pouvoir mener un traitement pharmacologique, et ça, on va quand même brièvement aborder en tout cas. Et si ça ne suffit pas, ben là, je vous conseille quand même, en tant que non spécialiste du sommeil, à ce moment-là, d'adresser à un centre de sommeil et dire, j'ai fait tout ça déjà, mais ça ne semble pas suffire, et je repose la question, est-ce qu'il n'y aura pas autre chose? Comme dit Aurélie, finalement, l'enfant avait quand même des troubles digestifs importants qui finalement avaient une répercussion sur le sommeil. Dans ce cas-là, ces approches-là ne peuvent pas être suffisantes, par exemple. Donc, ça permet par contre déjà de mener tout un travail qui va toujours être bénéfique parce qu'on l'a fait, et là-dessus, on peut ajouter d'autres thérapeutiques. Donc, vraiment, avant tout traitement pharmacologique, on fait déjà ces approches-là qui sont toujours quand même utiles. Alors, quand on parle maintenant des traitements pharmacologiques, en première ligne aujourd'hui, on a la mélatonine. Alors, ça peut être parce que c'est spécifiquement prouvé comme dans l'autisme, ou ça peut être parce qu'il y a un bon bénéfice-risque
parce qu'il y a peu de risques, vous voyez. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler un peu dans cette vraiment toute dernière partie. Je surveille juste un peu l'heure. Alors, il n'y a pas actuellement de bonnes recommandations, je vous le dis tout de suite, parce que ce sont soit des recommandations trop anciennes qui ne tiennent pas compte des dernières recherches, soit très spécialisées dans un domaine. Et juste pour vous dire, il y a actuellement des nouvelles recommandations qui sont en train d'être préparées et qui devraient sortir cette année et l'année prochaine. Mais je voulais déjà vous donner une idée un peu, euh, justement, comment on utilise la mélatonine, quels sont les effets secondaires, quelle mélatonine utilise quand. Parce qu'il y a, en gros, il faut que vous puissiez savoir qu'on ne peut pas mettre sur un même niveau la mélatonine à libération immédiate. Ça, c'est celle qu'on achète en pharmacie ou qu'on se fait prescrire par un médecin en préparation magistrale, avec la mélatonine à libération prolongée. Et vous avez mentionné 2 médicaments tout à l'heure, le circadin et le sélénitol. C'est toujours des synthèses. En fait, on ne va pas extraire la mélatonine comme ça, mais on connaît très bien la structure de la mélatonine et effectivement, elle est naturelle parce que ça imite exactement les molécules qui existent. Voilà, le moins des oiseaux qui est connecté. Mais c'est justement, c'est très efficace et c'est propre. Donc, il faut utiliser la mélatonine synthétisée, pas extraite. Ça reste naturel parce que c'est la même chimiquement. Donc, les études ne sont, je ne vais pas aller dans ces détails, mais en fait, on connaît assez bien les 2 types de mélatonine, mais les médecins ces dernières années connaissent presque mieux la mélatonine à libération prolongée, de type sélénitol et circadin, parce qu'on en entend beaucoup parler, et peut-être un peu moins la mélatonine à libération immédiate. Donc, ça me paraît important d'en parler, les différences d'action. Alors, la libération immédiate, il faut s'imaginer ça si vous voulez le retenir simplement. On donne ça comme une molécule pour les pilotes d'avion. Quelqu'un est en décalage horaire et on veut le recaler. Et c'était ça initialement comment la mélatonine avait été beaucoup prescrite chez les pilotes ou quand on voyageait en Asie, en Amérique et que c'était compliqué pour le jet lag justement. Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça? Parce qu'elle a une fonction dont on pense aujourd'hui presque plus tellement. C'est pas seulement de faire dormir ou de faire s'endormir, mais elle va avancer la phase de sommeil. Et je vais vous montrer ça sur une image, ça sera plus clair. La mélatonine à libération immédiate, prolongée, comme elle va exister pendant toute la nuit finalement dans le sang, c'est beaucoup plus pour substituer là où il n'y a pas assez de mélatonine. Donc là, ça marche particulièrement bien chez les personnes qui n'ont pas assez de mélatonine ou qui ne sécrètent pas assez. Et du coup, on leur substitue. Comme si vous manquez de vitamines, on vous donne des vitamines, vous manquez des minéraux, vous prenez des minéraux. Donc, vous voyez, la logique n'est pas tout à fait la même. Parlons d'abord de la mélatonine à libération immédiate. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avance toute la phase de sommeil. Donc, imaginez Aurélie, son fils, il avait du mal à s'endormir, mais du mal à se réveiller le matin. Du coup, ce que ça fait, ça avance toute la phase de sommeil. Donc, il s'endort plus vite, il se lève plus tôt, ce qui est dans son cas-là un avantage. D'accord? Si par contre le fils d'Aurélie se serait réveillé à 4 heures du matin, il avait du mal à s'endormir, mais il se lève à 4 heures du matin, du coup, la mélatonine à libération immédiate, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il va certes s'endormir plus tôt, mais il va aussi se réveiller encore plus tôt. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut l'avoir en tête, en fait. C'est ça qui est important. Et ça, on appelle ça l'effet chronobiotique de la mélatonine. Pas besoin de le retenir, mais c'est déjà présent à des petites posologies. Et ça veut dire, ça n'agit pas que le soir même quand je le prends, mais ça reprogramme mon horloge biologique. Et le lendemain, aussi, la phase de sommeil se trouve légèrement avancée. Donc, c'est ça, l'action, c'est une action vraiment de programmation d'horloge, qui est une action le soir même, mais aussi sur les soirs qui suivent. Du coup, quand est-ce qu'on le donne? On le donne quand on a un retard de la phase de sommeil, comme l'a dit par exemple Aurélie. Ce syndrome de cet retard de phase de sommeil, vous voyez, c'est comme les chronotypes du soir, mais c'est des versions extrêmes des chronotypes du soir. Donc, c'est-à-dire le sommeil très décalé. Donc, ça, on trouve ça en population générale déjà. Ça concerne aussi beaucoup les adolescents. Mais parmi les TND, un trouble où ça a été bien décrit, c'est le TDAH. Vous en parliez tout à l'heure. Plusieurs d'entre vous ont posé la question du TDAH. Dans le TDAH, plusieurs choses participent au trouble du sommeil. Et je remercie Stéphanie Biolac pour cette diapositive. Donc déjà, plus de résistance au coucher, plus de syndrome de jambes sans repos, je en parle un instant, plus parfois d'angoisse aussi autour du coucher et
plus rarement, ça peut être une question parce qu'on donne un dosage trop fort d'un traitement par psychostimulant. Mais dans le TDAH, ce qu'on a trouvé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du soir, voire qui ont en retard de phase de sommeil. Et ce groupe néerlandais a pu montrer que par rapport, donc même au sein d'une population d'enfants avec TDAH, ceux qui étaient la majorité qui avaient des troubles d'endormissement, leur mélatonine était sécrétée trop tard. Et du coup, ils n'arrivaient pas à s'endormir aux mêmes horaires que les autres. Donc là, la mélatonine à libération immédiate est idéale parce qu'elle favorise l'endormissement et elle fait avancer la phase de sommeil. Donc, pour ce type de difficulté. Je dis un mot sur le syndrome de jambes sans repos. Donc, ça veut dire c'est une sensation désagréable au niveau des jambes le soir. Les enfants deviennent un peu remuants, beaucoup plus que dans la journée. Souvent, les enfants n'aiment pas le bas de pyjama, ils n'aiment pas qu'on touche, ils enlèvent la couverture, etc. C'est souvent quand il y a déjà aussi des syndromes de jambes sans repos dans la famille. Et c'est plus fréquent dans le TDAH. Pourquoi? Bah, parce que c'est une instabilité de la transmission de la dopamine. Et donc, c'est un commun au TDAH et au syndrome de jambes sans repos que le système dopaminergique est touché. Donc, on trouve un peu plus. Pourtant, ce qu'on fait d'abord pour le prendre en charge, on va doser le fer. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport? En fait, le fer est un cofacteur de la tyrosine hydroxylase qui produit la dopamine. Donc, avant qu'on se dise, bon, il faut qu'on donne de la dopamine, non, on va déjà voir est-ce que notre corps a tout ce qu'il lui faut pour fabriquer la dopamine. Il a besoin du fer. Et très fréquemment chez l'enfant, on a vu que c'est une histoire quand même de manque de fer. Donc, on va doser la ferritine. Et quand elle est en dessous de 50 nanogrammes par millilitre, et ça, vous allez retrouver dans nos articles, à ce moment-là, on peut supplémenter le fer, par exemple. Mais les liens entre syndrome de jambes sans repos voilà, s'expliquent plutôt par ça. Dans le TDAH, poser la question de typique atypique, non, on n'a pas pour l'instant pu mettre en évidence, et je ne crois pas que ce soit le cas, même basé sur la clinique de déficit de sécrétion. Ça a été regardé, mais ça, c'est quelque chose qui distingue vraiment le TDAH des TSA. Voilà. Donc, du coup, dans tout ce qui est retard de phase, alors dans le TDAH ou ailleurs, à ce moment-là, ça peut être plutôt la mélatonine à libération immédiate. Là, je reviens à la libération prolongée. J'avais dit que c'est une logique de substitution. Mais où est-ce que dans les TND, on n'a pas assez de mélatonine? Bah, il y a déjà une maladie rare, je vais juste la mentionner parce que pour beaucoup, ça ne vous concernera pas, mais je vois aussi tout à l'heure quelqu'un a posé la question sur le syndrome de Cohen-de-Vries. Donc, il y a aussi d'autres maladies génétiques, en fait, où on ne le sait pas encore, hein. Donc, je reste prudente, mais en tout cas, dans le syndrome de Smith-Magenis, on a prouvé que non seulement les enfants n'avaient pas assez de mélatonine la nuit, mais en plus, eux, ils sécrétaient la mélatonine la journée. Donc, c'est très, très spécifique. Et chez eux, du coup, il faut vraiment substituer toute la sécrétion nocturne de la mélatonine et il faut bloquer la sécrétion dans la journée. Mais le deuxième cas, et là vous aurez bien compris, c'est l'autisme. Et c'est pour ça que dans l'autisme, on a fait cette étude internationale que j'avais coordonnée pour la France avec la mélatonine pédiatrique à libération prolongée, où on a vu un effet très important, ça c'est aujourd'hui le Slenito, sur la durée totale de sommeil, la latence d'endormissement, le sommeil continu. Donc ça, aujourd'hui, le plus haut niveau de preuve dans l'autisme, encore une fois. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser pour tout, en fait, hein. C'est dans l'autisme, c'est prévu, et l'AMM est actuellement pour l'autisme et pour le syndrome de Smith-Magenis. Et la preuve de concept n'était pas que on n'a pas assez de mélatonine, on donne de la mélatonine, ça améliore le sommeil, mais on a pu aller plus loin et je suis vraiment contente d'avoir pu écrire, analyser ces données, écrire cet article sur une amélioration aussi du comportement. Donc, c'était vraiment aussi, on améliore le sommeil et ça améliore le comportement et la qualité de vie des familles. Donc, pour résumer ça, oui, donc on donne plutôt la mélatonine à libération immédiate si y a un retard de phase et plutôt la libération prolongée si on a un déficit de sécrétion, donc trouble spectre de l'autisme ou syndrome de Smith-Magenis. Les dosages, sans aller dans le détail, sont plus faibles normalement pour la mélatonine à libération immédiate parce que tout est libéré tout de suite et parce qu'il suffit de donner un signal à notre horloge biologique. Alors que pour la libération prolongée, les dosages sont plus élevés, plutôt 2, 5, 10 mg pour le Slenito ou le Circadin, plutôt 0,5 ou un maximum de milligrammes pour la libération immédiate. Je mets un petit bémol pour la libération immédiate pour tout ce que vous pouvez acheter en pharmacie, parce que comme c'est produit, c'est certes pas cher, mais comme c'est produit comme un complément alimentaire, c'est pas la même qualité de production. Donc, vous avez souvent beaucoup plus de variabilité des dosages d'une pilule à l'autre. Ils disent
0 ou 1,9 mg. Et si on redose, et je vous ai mis l'article si vous voulez le relire, on trouve parfois des grandes variabilités. Ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus, parce que ce n'est pas le même standard de production qu'un médicament. Donc, c'est pour ça que nous, on insiste plutôt sur une prescription en préparation magistrale. Par contre, c'est bien un médicament pour le Circadin et le Slénito. Vous avez posé pas mal de questions là-dessus. Donc, le Circadin, c'est pour la personne âgée de plus que 55 ans, mais il y a l'AMM, mais pas de remboursement. Et le Slénito a bien l'AMM pour les 2-18 ans, mais uniquement avec TSA et syndrome de Smith-Magenis. Et là, on a un remboursement. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Et donc, je reviens à votre question, Christelle, sur la durée du traitement, parce que j'ai presque fini. Après, on parle des questions. Euh, alors, et je dois d'ailleurs finir, on va me dire Maryse Péressin. Donc, il y a une ordonnance possible entre 18 et 55 ans, mais c'est hors AMM. Mais du coup, effectivement, malheureusement, à l'heure actuelle, pas remboursé, même si on travaille là-dessus. Voilà. Est-ce que dans d'autres conditions, on peut prendre les traitements? Je vous réfère à un article qu'on a écrit avec Julie Rowling. Ça revient à la question du bénéfice-risque. Alors, c'est moins bien démontré par la littérature scientifique, mais il y a peu de risques, comme nous montre ici, je vous ai mis les études sur la sécurité de la mélatonine que vous pourriez relire et reconsulter. Et je finis avec ça, les témoignages et après les références encore, ce que disent sur quoi faire en fait, finalement, avec quoi je commence. Je pense que le premier conseil, c'est d'en parler enfin, avec les professionnels, quels qu'ils soient, qui accompagnent. C'est-à-dire que souvent, nos enfants présentent des problèmes divers et variés et que celui-là, qui reste quand même dans la sphère assez intime, en fait, n'est pas forcément le premier dont on parle. Ni aux accompagnateurs éducatifs, pas forcément aux médecins, voilà, parce que il y a tellement d'autres sujets qui sont sur la table que on se dit bon ça c'est mon problème. Il faut parler du sommeil, même si on ne considère pas comme un problème. J'aurais même le même conseil que Sophie, c'est d'en parler parce que c'est quelque chose dont on parle pas forcément parce qu'effectivement c'est de l'intime. Je pense qu'on a aussi parfois un peu de culpabilité aussi de pas réussir à bien le gérer et peut-être pas aussi une idée objective effectivement de ce que c'est parce que je pense qu'on s'adapte hein, mine de rien et que finalement on change un peu nos habitudes, nos vies, nos habitudes de sommeil et parfois on réalise même plus à quel point ça nous impacte et je pense que parfois plus on en entend parler et plus on culpabilise aussi parfois parce que quand on nous dit bon voilà ça peut impacter le développement de votre enfant on est, oh là là mais voilà on fait des choses on l'aide pas ça empire les choses etc et c'est assez compliqué de l'aborder de manière voilà honnête, franche, parce que voilà, il y a plein d'émotions, plein de sentiments, plein de choses qui sont mêlées à tout ça. Effectivement, en parler, je pense que c'est un bon début. Et là, vraiment, parlez-en parce que c'est fréquent, parce que ça aggrave les symptômes et toutes les interactions en famille. Et aujourd'hui, on peut faire plein de choses. J'espère que vous avez au moins esquissé ça. Où est-ce que vous pouvez relire tout ça? Parce qu'on me demande des supports par écrit. Alors, il y a des articles grand public, pas forcément ciblant des TND qu'on a écrits en soins pédiatrie et puériculture dans la revue du Prat ou EMC Psychiatrie. Mais je vous conseille le site de la SFRMS que Maryse Péressin vous a déjà mis dans le chat aussi, mais vous le voilà. Vous avez un onglet sommeil pédiatrique et pour les professionnels de santé, vous trouvez beaucoup des questionnaires dont on a parlé ou des agendas de sommeil ici et aussi une vidéo sur ce que c'est un enregistrement en polysomnographie. Deuxième site, fortement, fortement recommandé, c'est le site du réseau Morphée. Donc, il y a une section sommeil de l'enfant. Donc, vous voyez sommeil du bébé, de l'enfant, de l'ado. Vous tapez sommeil enfant réseau Morphée. Il y a aussi une partie adulte, bien sûr, qui existe. On a développé même pour les adolescents des questionnaires. Vous avez une section là-dessus, sommeil et handicap. Et là, vous trouvez tous les agendas du sommeil, aussi les questionnaires comme le SDSC et aussi la brochure que vous pouvez imprimer à la maison, donner aux parents concernés, vous-même la consulter
Tout ça en accès libre et gratuit. Si vous voulez approfondir les approches cognitivo-comportementales, vous avez le site Autisme et Sommeil, le même où vous trouvez les petites vidéos, où on a fait 4 modules avec des collègues que vous voyez ici, dont Richard Delorme, qui est le coordinateur du Centre Excellence Innovant. Donc des modules qui parlent vraiment des prises en charge cognitivo-comportementales. Entre autres, on ne parle pas de médicaments sur ce site, encore une fois, donc vous pouvez vous inscrire tranquillement, regarder ces vidéos. Et donc, ce n'est pas du tout pour faire la pub pour les laboratoires. Stéphanie Gouet-Masson, que vous avez vu en tant que maman dans la vidéo, elle a un excellent podcast que je peux conseiller à toutes les personnes avec TND, tous pareils ou presque, où elle parle de l'autisme, de la neurodiversité, très très bien faite. On a fait ensemble un épisode sur le sommeil. Et je remercie toujours à la fin mes équipes aussi, un peu à Strasbourg, qui travaillent pour les enfants adolescents, parce qu'on est en pédopsychiatrie concernée. Merci aussi aux équipes de recherche du CNRS, où on mène toutes ces études sur le sommeil. Et bien sûr, merci beaucoup, beaucoup à vous pour votre attention. Et si j'ai un seul regret, c'est que je ne vais pas pouvoir en fait répondre à toutes vos questions peut-être. Je vais arrêter mon partage. Alors, beaucoup parlent du SNENITO, du remboursement, donc on est un peu, on est engagé là-dedans. C'est vrai que beaucoup de familles nous disent les troubles du sommeil ne s'arrêtent pas à 18 ans. C'est aussi lié à la deuxième question qu'une autre personne a posée par rapport à la durée du traitement. Alors, devant un trouble du sommeil chronique, bien sûr, l'approche est plutôt chronique. Pourtant, le développement fait que le sommeil varie en fonction de l'âge, et vous l'avez entendu dans le témoignage de Sophie Biette concernant Marie. Donc, une fois par an, il faut vraiment arrêter le traitement. On essaye d'arrêter pendant un mois pour évaluer le trouble du sommeil sous-jacent. Évidemment, si c'est l'horreur après 10 jours, on ne va pas rester un mois sans traitement, mais peut-être vous allez voir qu'avec tout le reste que vous avez mis en place, des traitements traitements comportementaux, etc., peut-être le sommeil est finalement assez correct. Donc, on conseille vraiment d'arrêter une fois par an et au besoin, bien sûr, réintroduire. Mais sinon, le traitement peut être donné sur plusieurs années. L'étude la plus longue réalisée sur 2 ans, qui est vraiment rassurant par rapport aux effets secondaires et aussi sur son efficacité sur la durée qui ne s'estompe pas normalement. On a parlé d'autres approches très très brièvement. La luminothérapie peut être intéressant pour certains de la journée. Il existe aussi des lunettes de luminothérapie, mais je pense que quand quelqu'un a posé la question les lunettes à ce moment-là, c'était dans le contexte de comment on coupe la lumière bleue. Par rapport aux lunettes de vue qui ont des filtres bleus, la science est un peu plus sceptique parce qu'en fait, la journée, c'est bien d'avoir la composante bleue de la lumière, en tout cas pour l'horloge biologique. C'est la nuit qu'on ne veut pas l'avoir. Donc, pas beaucoup d'études existent, mais je serais peut-être un peu plus sceptique par rapport à ça. Donc, on a abordé la question du TDAH, l'adolescent aussi, hein, vous avez vu, du syndrome de jambes sans repos, du syndrome d'apnée du sommeil. Donc, ça tombe dans la catégorie où là, on adresse effectivement à des spécialistes de sommeil. Voilà, je pense que j'ai répondu à la majorité des questions. Il y a des petites différences de genre, parce qu'on m'a demandé est-ce que les femmes sont plus concernées. En population générale, à partir de la puberté, les adolescentes et femmes ont plus de troubles du sommeil. Chez les troubles de neurodéveloppement, ça dépend un tout petit peu, hein, voilà. Et je vois qu'il y a des personnes qui cherchent un peu, peut-être dans certaines régions. Voilà, j'espère avoir répondu en tout cas à la majorité de vos questions. C'était un plaisir en tout cas de faire ces webinaires avec nous et faites-nous des retours en remplissant les questionnaires de satisfaction. Merci beaucoup.